La première chose que je veux dire, parce que pour moi c'est important, c'est que maintenant je suis handicapée. Pas depuis très longtemps, depuis 5 ans seulement. Mais ça fait, pour moi, ça fait un peu lourd. Ça change toute la vie. D'abord parce que tout ce qu'on fait devient difficile, compliqué, douloureux. Dès qu'on se tourne, on a mal quelque part. On essaie d'attraper quelque chose, on ne peut pas le tenir, ça tombe. On tombe soi-même, on a des vertiges. J'ai fait un AVC, un accident vasculaire cérébral. Je ne suis pas la seule, hein. Il y a Catherine Deneuve aussi, Alain Delon, Belmondo qui a fini par en mourir, mais il en est mort 20 ans après son accident, donc ça me laisse quand même encore une marge. Voilà. Donc en fait, on dit après qu'on est cérébro-lésé. Cérébro-lésé, ça se comprend. Cérébro, ça veut dire cérébro-cerveau, et lésé, quick. Ça veut dire que ça a pété quelque chose dans le cerveau. Comme on dit, j'ai pété un câble, quoi. Donc voilà, donc ça fait des choses, selon l'endroit où ça a tapé, ça fait plus ou moins de dégâts. Moi ça va, j'ai pas eu la parole qui a été touchée, ni la mémoire, ni la comprenette, sauf qu'il y a des choses un peu bizarres. Une fois j'ai été dans un café, je commande un café, et on m'apporte un café avec sur la soucoupe un petit macaron. Et je le regarde et je dis mais qu'est-ce que c'est ça? Et je trouve pas. Je dis c'est tout d'un coup me dis si c'est un mocassin. Et en même temps que je dis ça, je dis non c'est pas le bon mot. C'est pas mocassin, c'est autre chose. Et en cherchant, tout d'un coup je dis ah oui c'est un macaron. Voilà, c'est comme ça les confusions. Mais sinon ça va, à part que donc la parole, la compréhension, tout ça, ça va. La marche, c'est très hésitant. Je marche un peu comme les pingouins sur la banquise, un peu en déséquilibre. Et puis j'ai le bras gauche entièrement paralysé et la main surtout qui s'est recroquevillée. Voilà, elle s'est recroquevillée tellement qu'on dirait une patte de poulet. Ça fait drôle quand je laisse le bras pendre comme ça, d'avoir au bout du bras une patte de poulet. Alors, c'est pas très esthétique non plus. Mais j'ai pas le choix. Alors mon kiné essaie de tirer dessus, il me fait un mal de chien pour un résultat moyen. Donc, donc j'attends. Et les neurologues à l'hôpital, ils me font des injections de Botox. Le Botox, vous savez, c'est ça qu'on met aux femmes quand elles ont trop de rides sur le front. En fait, ça anesthésie le muscle, donc comme ça enlève les rides. Et moi, c'est censé de libérer les doigts. Sauf qu'ils m'ont dit, il y a quand même un risque, c'est que si ça fait trop d'effet, les doigts vont devenir tout mous. Donc ça ressemblera plus à une patte de poulet, mais plutôt une tête de calamar avec les tentacules qui sortent. C'est pas génial. Le choix, c'est entre la patte de poulet et la tête de calamar. C'est difficile de choisir. J'ai beau demander, il n'y a pas autre chose que tête de poulet et patte de poulet, tête de calamar. On m'a dit non, c'est ça l'un ou l'autre. Bon. Mais en fait, c'est pas le pire. Je m'y habitue à cette tête de poulet au bout du bras. Mais elle ne peut rien faire, je ne peux pas tenir quelque chose avec. Heureusement, je suis droitière, donc je peux encore écrire. Je peux faire l'essentiel des gestes dont j'ai besoin avec ma main droite.
et la main gauche, elle ne sert à rien. J'ai perdu aussi une oreille, donc je suis comme le professeur Tournesol, mais j'ai pas de cornet. J'ai des appareils, mais ils sont toujours plus ou moins en panne de pile. C'est très pénible. Et puis, comme dit Bernard Pivot, quand on est vieux, c'est terrible quand il faut mettre les lunettes, les appareils auditifs, maintenant l'élastique du masque. Donc tout ça ne tient pas très bien, ça se casse la figure. Bon, voilà, qu'est-ce que j'ai encore qui ne marche pas? Eh bien, j'ai aussi la déglutition, le muscle de la déglutition qui ne fonctionne pas bien. Donc je peux m'étouffer avec un rien. Il faut que je fasse attention. Voilà pour mes ennuis. Tout ça pour dire que c'est récent, j'étais pas comme ça. Avant, j'avais des mains formidables. Je mettais du vernis sur les ongles. J'aimais bien mettre du vernis argent, par exemple, ou bien très rouge. Et comme ça, je pouvais faire la maline. Et tout le monde me disait que j'avais des très jolies mains. Et moi, ça me faisait plaisir et j'en faisais encore plus des kilos. Tout ça, terminé. Les bagues, les bracelets sont dans une petite pochette, dans un tiroir, et n'en sortiront probablement plus jamais. Voilà. Avant, c'est tout à fait autre chose. Je n'ai pas été toujours comme ça. Avant, c'était tout l'inverse. Quand j'étais jeune, j'ai fait un peu Indiana Jones. J'ai vécu 3 ans dans un village sur la côte est de Madagascar pour faire ma thèse d'anthropologie. Voilà. Et c'était donc une vie comme ça dans la nature, au plus proche, dans un village perdu, à proximité de la forêt. Et j'y ai passé un temps extraordinaire parce que, évidemment, quand je suis arrivée, eh ben, j'étais comme une handicapée puisque je ne comprenais rien. Je ne comprenais pas les saisons, les animaux, les plantes, ce qu'on mange, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. J'étais, voilà, handicapée de la compréhension. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans ces moments, c'est que quand le temps passe, la compréhension vient petit à petit parce qu'on accumule de l'information et petit à petit, on est capable de reconnaître telle plante, de savoir quand il va pleuvoir, d'avoir des repères comme ça. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, par exemple, je connaissais les oiseaux, je reconnaissais leur vol, leur chant, je savais que les oiseaux avaient un chant et un cri, et j'arrivais à distinguer les deux souvent. Et donc tout d'un coup, c'était comme si l'univers devenait compréhensible, comme s'il y avait des sous-titres tout d'un coup dans le film que je voyais. Donc c'était extraordinaire, c'était un monde qui se déployait, un monde nouveau, et une capacité de comprendre le monde formidable. Donc j'ai vécu ça d'une manière un peu comme un miracle, quoi. Voilà. Après, quand je suis rentrée en France, ça ne m'a pas servi à grand-chose parce qu'il n'y avait plus les mêmes... Il y avait des pigeons et des corbeaux dans le jardin des plantes. Ça n'avait rien à voir avec mes oiseaux. Mais parfois, il y avait une perruche qui s'était échappée et donc je la reconnaissais. C'est les perruches qu'on appelle inséparables en français. En malgache, on les appelle kucheku. Et parfois, j'en voyais dans le jardin des plantes. Et puis sinon, non. Voilà, donc j'ai vécu ces années-là. Et puis, j'ai une autre histoire familiale aussi. Mon arrière-grand-mère était vietnamienne. Tu as vu la photo tout à l'heure. Elle était vietnamienne du delta du Tonkin. Donc mon arrière-grand-mère, la grand-mère de ma mère. Et donc cette dame, jeune fille, avait été mariée avec un employé des chemins de fer qui était en train de se construire dans la ligne qui reliait le Tonkin à la Chine. Mon arrière-grand-père français avait été employé là,
Et donc, à l'une de ces gares, il y avait une garnison avec des soldats et des employés du train. Et c'est là qu'il a rencontré, ou qu'on lui a présenté, je ne sais pas, une jeune fille qui était la fille du chef de canton du coin. Elle s'appelait Nguyen Thi Ngiem. Ngiem, ça veut dire la sérieuse. Je ne sais pas si elle était si sérieuse que ça. Donc il l'a épousée, il l'a amenée à Hanoï avec lui, et elle a eu 3 enfants. Donc mon grand-père, une fille, ma grand-tante, et un autre garçon, mon grand-oncle. Donc 3 enfants métis. Et mon grand-père, je l'ai très bien connu, parce que quand j'étais enfant, mes parents sont partis travailler en Italie, et on m'a laissé chez mes grands-parents à Nice pendant quelques années. Donc c'est un peu lui qui m'a élevé, ce grand-père métis. Alors cette question du métissage colonial, elle m'a beaucoup interrogée. Beaucoup parce que j'ai compris plus tard, tout le monde ici disait que le métissage c'était formidable, que c'était une chance, que c'était extraordinaire. Et moi, petit à petit, j'ai découvert avec mon grand-père que c'était pas une chance du tout, que c'était plutôt une calamité et qu'il avait vécu très 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 difficilement cette double identité. Forcément, être à la fois colonisateur et colonisé, dominant, dominé, possédant, dépossédé, c'est pas une identité très facile. Et se sent toujours un peu en faute vis-à-vis d'une des parties. On est un peu toujours un mauvais. On va être accusé facilement de traîtrise, de n'être pas loyal. Sur la langue, par exemple. Moi, je ne parle pas le vietnamien. Le vietnamien, c'est la langue d'enfance de mon grand-père. Il n'a pas parlé d'autres langues avant ses 10 ou 12 ans. Et cette langue, moi, je ne la connais pas. J'ai essayé de l'apprendre, mais très difficilement. Et justement, j'ai été à un cours intensif qui avait lieu tous les soirs, dans lequel il y avait des gens comme moi d'origine vietnamienne, mais aussi des Français, des gens qui avaient fait du tourisme ou des gens qui avaient travaillé dans des ONG, qui voulaient apprendre le vietnamien pour repartir, et quelqu'un comme moi. Et cet apprentissage était difficile parce que le vietnamien fait une galère à apprendre. Et je réussissais plus ou moins, mais il y avait 1 ou 2 filles françaises qui réussissaient beaucoup mieux que moi. Et tout d'un coup, j'ai senti que je leur en voulais à mort. J'avais envie de leur murer la tronche, quoi. Pourquoi elles qui n'avaient aucun rapport, ni biologique, ni sentimental avec cette langue, apprenaient-elles plus que moi, plus vite que moi, alors que je pensais que moi, j'avais des raisons intimes de pré-comprendre cette langue comme si elle était en moi déjà. Donc j'étais très en colère contre elles, j'avais vraiment envie de les gifler. Et en y réfléchissant, je me disais, mais c'est complètement con d'avoir cette colère-là. Et tout d'un coup, j'ai dit oui, mais les douleurs identitaires dans cette situation post-coloniale, ça fait faire beaucoup, ça rend complètement con. Et j'avais cette idée dans la tête. Et j'étais un jour devant mes étudiants, donc je leur raconte ça, comment je n'arrivais pas à apprendre le vietnamien, alors que des Français apprenaient. Et je disais à mes étudiants, parce que je savais très bien que certains, une part d'entre eux, qui venaient du département d'arabe à l'INALCO, donc avaient dans leur cours ces cas de figure. La plupart de mes étudiants étaient d'origine maghrébine et ils avaient intégré le département d'arabe pour améliorer leurs compétences en arabe ou pensant que ça leur serait plus facile à eux qu'à d'autres, ce qui était quelquefois le cas. Mais il est arrivé que des Français les dépassent
Et eux aussi, je sais qu'ils avaient une hargne terrible. Donc quand je leur ai raconté cette histoire, avec ces mots-là, avec cette violence-là, quand je dis mais ça rend complètement con, j'ai vu qu'ils me regardaient et qu'ils comprenaient très bien de quoi je parlais, parce que eux aussi, ils avaient été rendus complètement cons par cette blessure, par ce manque. Voilà, être métis, c'est toujours être un peu en manque de quelque chose. Donc j'ai appris ça, et donc j'ai voulu comprendre tout ça. Et pour comprendre tout ça, c'est passé par plusieurs étapes, plusieurs méandres. Le premier, c'est Madagascar, c'est 3 ans que j'ai passé, parce que ce qui me fascinait, c'était de voir quel était l'autre côté du métissage. La part indigène, qu'est-ce que c'était le monde indigène? Donc là, je l'ai vu dans son originalité propre. Et c'était ça que je voulais. Et aussi, donc du coup, mon rapport aux gens âgés, aux personnes avec qui je partageais, était étrange parce que l'endroit où j'étais à Madagascar, c'était un endroit très secret, très fermé, où les gens n'avaient pas le contact avec l'extérieur très facile. Donc, quand on leur posait des questions, ils ne répondaient pas, ou bien ils fuyaient, ils prenaient la tangente. Donc, ça m'énervait. Et en même temps, c'était très contradictoire parce que, d'une certaine façon, je les respectais, je les admirais, parce qu'ils me racontaient des conneries, que donc ils protégeaient leur propre identité, qu'ils étaient capables de défendre leur identité face aux autres. Et en même temps, évidemment, ça m'énervait parce que je voulais avoir accès à ce savoir pour mon travail et pour ma curiosité personnelle. Donc j'étais toujours un peu en train de danser d'un pied sur l'autre face à eux. Voilà. Donc ensuite, je suis rentrée en France, et quand je suis rentrée en France, justement, c'était le moment où le métissage était plutôt à la mode. Je voyais partout sur les magasins mode métisse, cuisine, cuisine métisse, coiffure métisse. Il y avait toujours le mot métisse qui accompagnait quelque chose, et dans le sens où ça devait le valoriser. J'ai même vu un jour sur un restaurant un truc où il y avait écrit cassoulet métis. Je ne sais pas du tout que c'était, peut-être du cassoulet avec du piment. En tout cas, je n'ai pas essayé de goûter. Mais donc, je me suis aperçue que c'était comme une valeur, les métissages. Or, je sortais de toute cette réflexion qui était qu'en Indochine, en tout cas, quand mon grand-père était enfant ou adolescent, c'était pas du tout une qualité. Même, on disait sur leur chemin, on disait sale métis, sale race de métis. C'était une injure. D'ailleurs, mon grand-père n'utilisait jamais le terme de métis, parce que pour lui, c'était injurieux. Donc, comment ça s'était passé de cette identité négative, dénigrée, à quelque chose qui était venu super sympa? Je voulais comprendre comment ce passage s'était fait. Et c'était pas facile. Et donc, c'est à partir de là que j'ai été au Vietnam directement, que j'ai retrouvé la terre des origines de mes ancêtres, des gens de ma famille. Donc, j'ai pu avancer sur cette question. Donc, j'ai écrit un premier livre là-dessus qui s'appelle 200 mêlés et que j'ai publié en France. Et puis, quand ce livre est paru, que j'en faisais la présentation, je faisais des lectures d'extraits, comme ça, et je voyais que les gens, ça leur plaisait. Et ça m'était d'autant plus facile que pour l'écrire, je l'avais souvent parlé, je l'avais sûrement oralisé pour trouver le rythme qu'il fallait. Donc j'arrivais assez bien. Et donc je me suis dit qu'il fallait trouver un espace plus large, en faire un vrai spectacle. Donc j'ai eu l'occasion de faire une première version à la Cartoucherie de Vincennes en 2008. Et puis plus tard, donc il y avait une manifestation autour de Lorient, dans la ville de Lorient justement,
et il m'avait donné une petite somme pour faire quelque chose. Mais cette somme était trop modique pour monter un spectacle, donc je ne savais pas quoi faire, j'étais empêtrée. Et j'avais rencontré un dessinateur de BD qui s'appelle Clément Balou, qui est métis eurasien lui aussi, avec qui j'avais beaucoup sympathisé, et je l'ai revu dans les mois qui ont suivi. Et donc c'est lui qui m'a proposé, puisque j'avais pas beaucoup d'argent, il m'a dit mais ce qu'on peut faire, lui il allait régulièrement au festival de BD d'Angoulême, et ce qu'il faisait c'est qu'il dessinait en live sur de la musique. Il m'a dit je l'ai jamais fait sur du texte, mais on peut essayer. Donc on a saisi cette occasion, on a commencé à réfléchir à comment on pouvait faire ça. Et puis l'occasion s'est présentée parce qu'on était tous les deux invités à Bordeaux pour un festival et on leur a proposé ça. Tout ça sans répéter, sans se voir. Donc on s'est retrouvés un jour, une demi-heure avant le spectacle. Je me souviens, c'était dans un escalier très étroit qui menait à la salle. On était assis côte à côte. Clément dessinait sur ce genou et moi je disais le texte. On n'a répété que comme ça. Donc une demi-heure après, on a été balancé sur scène, micro et tout ça. Et j'ai compris tout de suite qu'il y avait un gros problème, c'est que moi, l'écran était derrière moi, donc je ne voyais pas ce que Clément faisait. Et donc, ça voulait dire que je ne pouvais pas ralentir le rythme ou l'accélérer si je voyais que ça ne suivait pas au niveau des seins. Donc, il n'y avait que lui qui pouvait me suivre, mais moi, pas le suivre. Donc, j'ai essayé de faire comme je pouvais, en priant le ciel qu'il arrive à suivre. Et quand j'ai fini mon dernier mot, c'était vraiment un miracle, c'était magique. J'ai fini le dernier mot et j'ai entendu Plouc qui posait son crayon. Donc on a fini pile poil ensemble. Donc on a vu qu'on n'avait pas de problème, on était capable de faire ça. Donc on l'a rejoué plusieurs et plusieurs fois. Maintenant ça tourne un peu. Je vais le refaire à Paris là en décembre encore une fois. Mais on essaie de trouver l'occasion de pouvoir passer à la vitesse supérieure pour le jouer un peu plus souvent. Ce spectacle, c'est un peu la fin du processus. Pour moi, je voudrais bien qu'il aboutisse un peu mieux, qu'il puisse y avoir une scénographie par-dessus. J'espère que je vais trouver les moyens de le faire. En plus, je pense que le discours qui est tenu est très important, parce que justement, il explique pourquoi être donc, d'avoir une partie de son identité du côté colonisateur et du côté colonisé, c'est extrêmement difficile, c'est une fraction, un métis, c'est quelqu'un qui est tiraillé de l'intérieur en permanence et que ces tiraillements, comme je le disais, peut rendre très con et avoir des conséquences très lourdes, faire prendre des choix totalement inadaptés. En particulier, je pense que ça fait un écho à tous les problèmes des jeunes actuellement d'origine maghrébine, dont certains étaient mes étudiants, qui se sentent en décalage parce qu'ils parlent mal l'arabe, par exemple, parce que quand ils vont en vacances dans leur pays d'origine, on se fout de leur gueule, parce que justement, ils passent pour des franchouillards, et qu'ici, ils ne trouvent pas leur place non plus vraiment, donc c'est un déchirement permanent. Et cette évocation du métissage indo-chinois explique très bien dans quelles difficultés ils sont. Parce que les habits du traître, personne n'a envie de les enfiler. Hein. C'est plutôt né. Donc, voilà. Donc c'est aussi pour expliquer ça, pour répondre aux crises que traversent aujourd'hui ces populations de jeunes d'origine de l'immigration. Comment on peut être à la fois du côté colonisateur et du côté colonisé, se référer à l'un ou à l'autre, valoriser l'un ou l'autre
nier l'un ou l'autre selon le moment où on se trouve, la place où on est. Et donc c'est important de l'expliquer parce que c'est aussi, je pense que c'est une dimension très importante. On touche là un, un, le nœud d'un problème qui, s'il n'est pas résolu, commence à faire, il fait comme un concert, quoi, ça range de l'intérieur, et ça peut mener à des conduites très, très dangereuses et pour soi et pour les autres. Voilà en gros ce que j'espère de ce travail. C'est la dimension peut-être le plus importante, et peut-être que dans le texte, il faut que j'en rajoute un peu sur cette question des, des jeunes d'origine émigrée, dans des identités postcoloniales, pour pouvoir avancer sur la réflexion, pour amener des éléments de réflexion en tout cas. J'ai écrit un article là, j'étais à l'hôpital d'ailleurs super quand je l'ai écrit, qui s'appelle Étrange loyauté, et qui justement traite de ces questions du rapport à la loyauté. Parce que quand on est métisse ou binational, si on est fidèle à une part de soi-même, on est forcément traître à l'autre. C'est un deal impossible. Si je suis fidèle à un côté de mes origines, je suis traître à l'autre côté nécessairement. Et la balance, elle est sans arrêt d'un côté à l'autre, sans rééquilibre possible. Voilà un peu ces préoccupations qui m'ont amené à faire ce travail. Voilà. Et on avance. Donc la prochaine fois, peut-être il y aura d'autres éléments à rajouter. J'espère. Voilà.